Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. On est à 10 jours des élections départementales et François Hollande dit que quel que soit le résultat, il ne changera rien à sa politique. Est-ce que ça vous agace? Non, je crois qu'il ne dit pas la vérité. Il aggravera sa politique. Parce qu'au mois d'avril et de mai, il doit suivre la feuille de route de la Commission européenne. Et donc, à partir d'avril et mai, la situation va être pire qu'elle est aujourd'hui. C'est ça la vérité. En particulier dans le domaine de la santé, puisque c'est dans l'actualité, on prévoit qu'il y aura encore quelque chose comme 20 000 emplois supprimés. C'est-à-dire que le système de santé français va être à la limite de l'effondrement. Il suffit de s'approcher de Mais lui dit l'urgence. que sa politique commence à porter ses fruits. Le chômage a baissé en janvier, la croissance repart. Non mais M. Sicard, un peu de retenue journalistique tout de même. Le chômage n'a pas baissé. Ce sont les chiffres qui se présentent différemment, tout le monde le sait. C'est ce qu'a fait François Hollande. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit lui. Ah oui. D'accord, oui, on n'est pas obligé de le croire, la preuve. Non, je pense que la situation dans l'Europe n'est pas bonne, d'une manière générale, parce que ces politiques qui ont pour origine l'Allemagne, c'est le gouvernement allemand qui impose ça à tout le monde, nous conduisent vraiment à un désastre. On le voit bien, puisque partout c'est la récession, partout c'est l'augmentation du chômage. Enfin, il faut atterrir là, les amis. En ce moment, il n'y a pas d'embellie, il y a une situation tragique pour des millions de personnes sur le vieux continent. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Paris, La Défense, 19 mars 2012. Parmi ces tours, le siège de la Corporate Investment Bank du Crédit Agricole. Et dans cet immeuble, les bureaux de Chevreux, le plus important broker indépendant en Europe, qui conseille 1200 fonds de pension, banques, investisseurs institutionnels. Avec des bureaux à travers le monde, à Boston, San Francisco, New York, Tokyo, Zurich, Madrid, Athènes. C'est d'ici qu'est parti ce papier. C'est une note brève en anglais de seulement 9 pages, qui n'était pas destinée au grand public, seulement aux opérateurs de marché. Mais quand on est tombé sur ce document, on a eu l'impression de découvrir le plan de bataille des financiers. Car eux préparent déjà la préélection. Et ils comptent bien en tirer une victoire, quel que soit le vainqueur, la fin du CDI. On a donc contacté l'auteur de ce texte, Nicolas Doisy, le chief économiste de Chevreux. Il a accepté de nous recevoir. François Hollande va devoir déplaire soit au marché financier, soit à ses électeurs, puisqu'il est certain de ne pas parvenir à réconcilier les deux. Déjà, on a des investisseurs anglo-saxons qui s'étonnent du faible détail qu'on puisse avoir, qu'on reçoit des candidats dans leur programme. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les investisseurs anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Je leur dis, il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie. Et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. C'est que le conflit d'objectifs que va avoir François Hollande, c'est rester dans la zone euro versus satisfaire les demandes de son électorat naturel. Les deux ne sont plus compatibles maintenant. On le voit depuis la crise grecque. Il sait qu'il sera pris à terme à un moment entre la pression de ses électeurs et la pression des marchés. C'est regrettable pour François Hollande, mais la nécessité d'une libéralisation du marché du travail est le résultat direct d'une appartenance de la France à la zone euro. Aussi ne peut-on avoir l'une sans avoir l'autre. Vous dites non seulement François Hollande ne va pas tenir ses promesses électorales, mais en plus,
c'est lui qui va devoir flexibiliser le marché du travail. C'est lui qui doit remettre en cause ce que vous appelez the famous CDI, le fameux CDI, contrat à durée indéterminée. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie et l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui, la Grèce aussi. Quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont bénéficient jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Alors, juste une question qui me vient comme ça. Vous êtes en CDI ou vous n'êtes pas en CDI, monsieur Loisy? Je suis en CDI, bien évidemment. Voilà. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français en lui faisant accepter des réformes correctes, dont celle du marché du travail. François Hollande dit « Je vais demander la renégociation du dernier traité européen ». Vous écrivez ça. François Hollande il va avoir à naviguer à travers des forces dans la gauche, notamment à cause du référendum manqué de 2005. Et dans cette perspective, vous écrivez « Dans cette perspective, il serait politiquement intelligent que ses pairs de l'eurozone, donc ses partenaires allemands, belges, italiens, ainsi de suite, permettent à François Hollande de prétendre qu'il leur a arraché quelques concessions, même si c'est faux en réalité. La demande de renégociation du traité serait alors utilisée pour tromper le public français, pour rouler, j'ai lu to trick, rouler, tromper, pour tromper le public français, en lui faisant accepter des réformes convenables, dont celle du marché du travail. Alors, avant d'entrer dans le fond du sujet, je voudrais préciser un point. Les gens de marché s'expriment de façon très directe. Donc, le vocabulaire que j'ai pu choisir dans la citation que vous venez de lire paraîtra peut-être excessif à beaucoup de vos auditeurs. Maintenant, c'est vrai que voilà, on s'embarrasse pas dans les marchés, on va pas s'embarrasser de finasserie, on va aller directement au point. Donc, de rouler les électeurs français, c'est peut-être un mot quand même excessif. L'idée, c'est de dire, ce sera une concession en quelque sorte de façade qui aurait été faite à François Hollande et au peuple français entre guillemets, de façon à ce que tout le monde constate qu'à la fin des fins, il les faut bien les autres réformes, les fameuses réformes structurelles dont personne ne va entendre. Ce que vous dites, c'est, admettons, il y a un sommet à Bruxelles, François Hollande, il demande une partie sur la croissance, les autres Européens, ils vont faire comme si, bon, bah d'accord, allez, on t'accorde ça, ils rentrent ici en France en disant, regardez ce que j'ai obtenu, et du coup, il peut dire derrière, ben, en échange, nous, on va libéraliser notre marché du travail. Et vous avez parfaitement compris le sens de mon propos, c'est exactement ça. C'est vraiment une petite mise en scène, c'est un petit théâtre. Alors, il ne faut pas avoir l'impression que je fais de la théorie du complot là, et qu'on manipule tout le monde. Le script est un peu écrit. Si on est malin, on ne s'écartera pas trop du script. Et de cette façon-là, on arrive peut-être à faire passer la pilule de façon un peu plus simple que ça n'avait été le cas au début des années 80. On s'évitera peut-être finalement d'être un peu ridiculisé comme on l'avait été à l'époque. La pression des marchés devrait être une incitation suffisamment puissante pour que François Hollande évite de jouer à des jeux stupides. Maintenant, il y a un danger qui se présente, c'est la semaine qui vient de s'écouler, en particulier le week-end qui vient de s'écouler. On voit que Mélenchon est vraiment en phase ascendante. On a bien entendu ce week-end François Hollande qui dit « Oui, croyez-moi, ça va être du sérieux ma renégociation du traité ». Et bien sûr, il est bien obligé parce que avant de gagner le deuxième tour, ceux qui ont connu 2002 savent qu'il faut gagner le premier. Et quand on voit la montée en puissance de Mélenchon, ce qu'on se dit tout simplement, c'est qu'à partir de maintenant, il va bien falloir que Hollande commence à donner quelques gages à sa gauche. Et c'est là que ça va devenir un peu plus compliqué pour lui. Parce que les marchés vont commencer à comprendre, vont commencer à le sentir. C'est ça que je veux dire, c'est que le marché ne laissera pas passer de toute façon. Alors, je faisais un récapitulatif. Je disais, cas numéro 1, François Hollande est conciliant et il revient de lui-même sur ses maigres promesses de campagne. Il libère le marché du travail. Il en finit avec le CDI tel qu'on le connaît. Cas numéro 2, il lui faut une petite pression de ses partenaires européens, une petite concession qui lui serve de prétexte, et derrière, il libéralise le marché du travail. Cas numéro 3, le pire, mais pas le plus probable, vous nous dites,
il refuse de se plier à ce programme, à cette injonction, et alors les marchés vont le punir, le rappeler sérieusement à l'ordre. C'est bien ça? Oui. Donc là, jusque-là, dans les 3 cas, c'est toujours les marchés. Quand vous dites soit les électeurs, soit les marchés seront déçus, dans les 3 cas, c'est toujours les électeurs qui seront déçus et les marchés qui gagnent. Oui, ben, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme, en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet. Vous avez raison, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. Je ne sais pas où vous m'emmenez, en fait. Je propose un 4e cas. L'irruption du peuple sur la scène de l'histoire. Hier à Paris. La prise de la Bastille. Pardon ? La prise de la Bastille numéro 2. Hier à Paris, il y avait, bon, on va pas chipoter, 80 000, 90 000, 100 000, 120 000 manifestants à l'appel du Front de gauche. Si, comme en 1936, on avait une élection qui s'était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Ben là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. Hein. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France. We all know how the Ukrainian crisis is being covered in U.S. mainstream media. Here's the latest twist, courtesy Fox News. The only way the United States can have any effect in this region and turn the tide is to start killing Russians by killing so many Russians that even Putin's media can't hide the fact that Russians are returning to the motherland in body bags. Disgusting. What's worse is that many Americans think Fox is actually news. German coverage is hardly more objective. Remember these fake pictures of a so-called Russian invasion of Ukraine by ZDF? Well, this cover from Der Spiegel. And then this. A sensational revelation today. Putin himself said that he personally planned, ordered and oversaw the annexation of Crimea, which was the first violent unilateral redrawing of a border in Europe since World War II. He said he had been planning it for a long time. The difference here is that many Germans see through the lies. A poll by German public broadcaster NDR has found that 63% of Germans have little or no confidence in the Ukraine reporting by German media. Of these 63%, almost every third thinks their reporting might be one-sided or not objective. No wonder, given the principles which Germany's largest publishing house follows. For instance, Alex Springer SE. Among its brands are Die Welt and Bild newspapers. So its media outlets have to uphold their policies, which are further unification of the peoples of Europe, supporting the vital rights of the people of Israel, and maintain solidarity with the United States of America. In other words, mainstream. They openly say they are not objective, and that's no laughing matter. Meldung aus Odessa. Über 40 Menschen werden in ein Gewerkschaftshaus getrieben und dort verbrannt. Das ist unsere Chance für einen Geländegewinn. Schreiben Sie pro-russischer Mob verbrennt wehrlose Ukrainer. Herr General? Ja. Die Opfer sind aus dem anderen Lager. Verdammt, die Opfer sind keine Bürger, sondern nur Separatisten. Muss es jetzt nicht heißen, ukrainischer Mob verbrennt pro-russische Separatisten? Nein, die Blattlinie muss unbedingt gehalten werden. Schauen Sie, schreiben Sie es so an die Tagesschau. Ich sage mal, in Odessa, ja, da kamen bei Zusammenstößen zwischen pro-russischen Aktivisten und Regierungsanhängern mindestens 46 Menschen ums Leben. Irgendwie. Sie machen sich, General von Wagner. Ja.
Joining me in the now is Charles Bausman. He's an editor at Russia Insider. Charles, thanks for joining us here in our Moscow studio. Germany's NDR channel has been reporting on this trend that we're going to expand on now. They gathered some reaction from the German people. Let's take a listen. Die deutschen Medien, sowohl die Print- wie die elektronischen, dass die im Grunde genommen ein Verstärkungsorgan, ein Propagandainstrument und es praktisch bei uns keine Alternative dazu gibt. In die Leitmedien keins. You speak German, you watch and monitor German news. Are the German media really this one-sided? How bad is it? Anissa, it's really bad. My publication is a media criticism publication, and we look at what people are writing about Russia all over the world. And we think that the Anglo media, American and UK media, is really bad. Well, German media, I would estimate as being twice as bad, 2 times worse. I mean, it's funny. I sometimes watch German TV, and I think I'm watching like a comedy show or something, like a satire. Like people are, because they're so ridiculously over the top, lying about everything, and it's extreme. It's really extraordinary. You think that this can't be real, essentially? President Maduro last night went on the air and said that they'd arrested multiple people who were allegedly behind a coup that was backed by the United States. What is your response? These latest accusations, like all previous such accusations, are ludicrous. As a matter of long-standing policy, the United States does not support political transitions by non-constitutional means. Political transitions must be democratic, constitutional, peaceful, and legal. We've seen many times that the Venezuelan government tries to distract from its own actions by blaming the United States or other members of the international community for events inside Venezuela. These efforts reflect a lack of seriousness on the part of the Venezuelan government to deal with the grave situation it faces. The U.S. has The U.S. has a long-standing practice of not promoting. What did you say? How long-standing is that? I would. In particular, in South and Latin America, that is not a long-standing practice. Well, my point here, Matt, without getting into history, is that we do not support, we have no involvement with, and these are ludicrous accusations. In this specific case. Correct. But if you go back not that long ago, during your lifetime, even. This is the not last that 21 long years? Well done. Touche. But, I mean, look, I know. Does long-standing mean 10 years in this case? I mean, what Matt, my intention was to speak to the specific reports. But you said it's a long-standing U.S. practice, and I'm not so sure how. It depends on what your definition of long-standing is. Okay. Very recently in Kiev, whatever we say about Ukraine, whatever, the change of government in the beginning of last year was unconstitutional. And you supported it. The Constitution was not constitutional. That was State Department spokesperson Jen Psaki being questioned by reporters. Professor Miguel Tinker-Salas, if you could respond to both that exchange and also Josh Earnest, State Department White House spokesperson. I would have loved if that kind of exchange would have got broader diffusion in the U.S. press, but the fact is that it hasn't, and we continue to have the belief that the U.S. is not involved in unconstitutional change in Latin America. And as a historian, the record speaks just the opposite, from 53 in Guatemala to the Dominican Republic to Chile in 73, and through the support of the Argentine military dictatorships in Brazil, and if we want to go even closer to 2002 in Venezuela, when the U.S. actually did support a coup against the democratically elected Hugo Chavez, the shortest coup in the world and the coup that brought Chavez back to power. And then again in Honduras in 2009 and not shortly thereafter in Paraguay with Lugo, where they said it was a democratic transition when in fact it was an unconstitutional shift in power. So again, the notion that the U.S. has not supported both military coups directly or through what they call soft power is really ludicrous. And in fact, we should turn the question around. If they want to support democracy, I think the best thing the U.S. can do in the case of Venezuela and other countries is to pull back and let things develop on their own. I think you have a very strong opposition in Venezuela. It can speak for itself. You have a government force and other social forces that are organized in those countries. And I think the best thing in the case of Mexico and in the case of Venezuela is for the U.S. to stop intervening.